Coucou, c'est Amira. Bienvenue dans le podcast Un micro entre nous, le podcast qui a été créé pour toutes ces fois où j'aurais aimé qu'il y ait un micro entre nous. Et je commence par te dire que le titre de cet épisode est un petit peu mensonger. Mais je vais m'expliquer. J'ai pas de problème avec l'organisation. D'ailleurs, les gens qui me connaissent pourront te dire que je suis quelqu'un de particulièrement organisé. En fait, je me dis que même les gens qui me connaissent pas trop... mais en fait, j'ai un problème avec la manière dont l'organisation est présentée, même est perçue. Et j'avais envie d'en parler pour partager ma passion de l'organisation. Chacun ses passions, pas de jugement. Et peut-être pouvoir t'aider si jamais, au milieu de ces épisodes, je peux laisser quelques conseils qui pourraient te faciliter la vie. J'en serais contente. Pour faire une petite introduction, à la base, je voulais faire un podcast uniquement sur l'organisation. C'est dire que je suis très passionnée. Et je pense pas que ce sera le dernier épisode. Loin de là. Mais je savais très bien qu'en faisant un podcast uniquement sur l'organisation, déjà je me restreignais sur tout ce dont j'avais envie de parler. Et c'était pas l'objectif. Et en même temps, je savais que tous les gens qui sont pas organisés seraient pas du tout intéressés. Et pourtant... c'est ma cible. Je cible les gens qui ne sont pas organisés. Je suis pas intéressée par être écoutée dans ce type d'épisode par des gens hyper organisés parce que je vais rien leur apprendre, je vais pas pouvoir les aider et dans le pire des cas, ils vont peut-être mépriser un peu mes méthodes. Donc, j'avoue avoir un petit peu appâté les personnes les moins organisées avec un titre un petit peu mensonger. Mais, s'il te plaît, si c'est ton cas, reste là. Et j'espère qu'à la fin de l'épisode, tu dédiaboliseras un petit peu l'organisation. Donc en fait, mon problème avec l'organisation, c'est que... En fait, c'est ce que je vois surtout sur les réseaux sociaux, pour être honnête. Je trouve que les personnes qui sont très organisées et qui le présentent sur les réseaux sociaux le font en faisant croire qu'il y a une recette miracle. Et que si on ne suit pas leurs conseils à la lettre, leurs techniques, parfois les logiciels ou les applications qu'ils utilisent, on ne sera jamais organisé. Que si notre organisation elle n'est pas très esthétique, très jolie, avec plein de couleurs, avec des stickers, avec des dessins, on n'arrivera pas à être organisé. Et ça m'énerve. Parce que l'organisation, ce n'est pas une recette magique. Ce n'est pas, une recette toute faite. Chaque personne, chaque individu va pouvoir développer au cours de sa vie une organisation qui va lui convenir, parfois à un instant T. Peut-être que ça ne fonctionnera pas sur toute sa vie. Peut-être que ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas du tout pour l'autre. Et pour te raconter une anecdote... Alors, petite parenthèse, j'essaye de tutoyer. Je trouve que c'est plus chaleureux. On m'a dit que c'était plus chaleureux. C'est pas le premier épisode où je le dis. Je fais un effort. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas assez de monde qui écoute mon podcast pour que je vous voie. Donc, je vais te raconter une petite anecdote. Il y a un peu plus d'1 an, plus même. Il y a 2 ans, en fait. Je faisais beaucoup d'entretiens parce que je cherchais un travail. Et quand on me demande la fameuse question, les qualités et les défauts, dans les qualités, je disais que j'étais organisée, parce que c'est pas un mensonge, que je suis vraiment, vraiment capable de le mettre en application, et que dans mes précédentes expériences professionnelles, j'ai pu faire preuve d'organisation. Donc à chaque fois, je le présentais en me disant c'est un petit peu la qualité parfaite. Et en plus de ça, je mens pas. Parce oui, je suis rigoureuse, je suis déterminée. Bon, la plupart on le dit, la plupart c'est faux. Mais là, pour une fois, c'est une qualité qui était vraie, que j'étais capable de démontrer, que j'étais même capable d'expliquer pourquoi j'étais organisée. Et donc, on me l'a jamais trop remis en question lors des entretiens, même si je pense que la plupart des recruteurs pensaient que c'était un peu une qualité que j'avais choisie au pif. Et un jour, je me suis retrouvée dans un entretien que j'ai pas aimé. En plus, j'étais face à 2 personnes... Et on m'a dit, on m'a redemandé mes qualités, j'ai dit que j'étais très organisée, donc j'ai insisté sur le fait que j'étais organisée. Et en fait, on a essayé de me piéger, alors ce que je déteste dans les entretiens en plus, parce que
On n'est pas là pour se piéger, en fait, vous êtes juste là pour savoir si je conviens à votre poste. Et moi, je suis là si vous convenez, vous me convenez pour travailler, mais on n'est pas là pour piéger les gens. Et j'ai bien senti qu'ils ont essayé de me piéger. Et en fait, ils m'ont dit ah, mais du coup, si vous êtes très organisé, ça veut dire que vous êtes un peu rigide, que vous n'êtes pas capable de vous adapter, que vous n'êtes pas flexible. En fait, elle pensait me piéger plutôt parce que c'était mal me connaître. Si j'ai autant confiance à l'organisation, c'est aussi parce que je connais ses failles et je sais comment les détourner. Et je lui expliquais qu'au contraire, quelqu'un qui était organisé était capable de s'adapter, était capable d'être flexible et de pouvoir réorganiser son emploi du temps en fonction des imprévus. Et elle était un peu étonnée dans les deux. Elle était un peu étonnée, elle me regardait. Voilà, elles se sont dit, oh, elle a déjoué le piège, trop bien. Mais en fait, ce qu'elle ne savait pas, c'est que je le pense. L'organisation, c'est tout le contraire de la rigidité. Si vous pensez qu'être organisé, c'est être rigide, c'est que déjà, vous partez sur des super mauvaises bases. L'organisation, c'est tout l'inverse, c'est la flexibilité. Parce qu'en fait, si vous faites un planning, ou vous avez un agenda, dans lequel vous notez ce que vous avez à faire, ou vos rendez-vous, vos obligations, vous savez pertinemment que dans une journée, il y a forcément des imprévus, à plus forte raison dans une semaine, et encore plus dans un mois. Donc plus vous vous organisez loin, plus vous anticipez, plus il y a des chances qu'il y ait des imprévus. Les imprévus, ils sont parfois minimes, et des fois, les imprévus sont beaucoup plus grands. Vous avez prévu de faire quelque chose sur une semaine et vous êtes malade toute la semaine, c'est un imprévu. Si vous êtes rigide, comment est-ce que vous allez rattraper ce que vous n'avez pas pu faire pendant une semaine? Vous allez vous mettre dans un état d'anxiété en essayant de doubler la charge de travail la semaine d'après pour rattraper ce que vous n'avez pas fait la semaine d'avant. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. C'est vraiment la preuve que finalement, l'organisation, elle n'a pas été suffisamment souple. La capacité à être organisée, c'est reprendre son planning et le mettre à jour avec la semaine qu'on a ratée et pouvoir l'adapter. Alors les emplois du temps, les semaines futures seront beaucoup plus chargées, ce qui est normal, mais l'objectif, c'est de ne pas faire sur une semaine le double. Là, je vous donne un petit peu des exemples. Vous voyez, je te donne à nouveau des exemples. Voilà pourquoi moi je considère que l'organisation, elle est flexible. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement dérangée par les contenus qu'on peut trouver, donc notamment sur les réseaux sociaux, par rapport à l'organisation, parce que j'ai l'impression que c'est très rigide. Et en fait, vous verrez qu'il existe énormément de méthodes d'organisation. Il y en a peut-être, je ne vais pas exagérer, il y en a peut-être pas autant qu'il y en a de personnes, mais en tout cas dans les méthodes un peu théoriques, il y en a pas mal. Et souvent, quand vous regardez des contenus d'organisation, on va vous dire alors ça, je l'ai fait, ça a super bien marché. Maintenant, ma vie, elle a complètement changé. Je suis plus la même personne. Il y a un avant et il y a un après. Et voilà, ma vie, elle a totalement changé parce que j'ai utilisé cette technique. Donc toi, si tu utilises cette technique, ta vie, elle ira beaucoup mieux et tu seras beaucoup plus organisée. Et j'ai envie de m'arracher les cheveux quand j'entends ça et quand je lis ça. Parce que je sais que c'est faux. Alors, c'est faux. Je ne suis pas en train de dire que ces gens-là mentent. Quoique. Je ne suis pas en train de dire que ces gens-là mentent. Mais il y a des chances que ça ait vraiment marché pour eux. Peut-être qu'ils exagèrent un peu en disant que ça a changé leur vie. Mais est-ce que ça veut forcément dire que ça a marché pour toi? Moi, je vais répondre que non. Parce qu'en fait, on est des personnes complètement différentes. En fait, je vais rentrer dans le vif du sujet, parce que depuis tout à l'heure, je fais une très grosse introduction, mais en fait, il faut que je rentre dans le vif du sujet avec des exemples. Il y a des gens qui aiment les to-do list, il y a des gens qui n'aiment pas les to-do list. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a des gens, ça leur fait du bien de noter ce qu'ils ont à faire et de les barrer, les surligner de la manière qui leur convienne. C'est-à-dire sur le téléphone, sur une application, sur un logiciel, sur une feuille de papier volante, sur je sais pas, c'est des sortes de carnets de to-do list super jolis, super esthétiques qu'on trouve dans les magasins comme Emma ou Cultura. Et il y a des gens qui détestent ça parce que ça les stresse de voir une longue liste de tâches à faire. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de bonne réponse. La personne qui demain me dit « Moi, quand je vois une liste de choses à faire, ça m'angoisse et j'arrive pas à m'y mettre », je vais pas lui dire « Non mais tu comprends, la to-do list, c'est la réponse à tous tes problèmes. »
Parce qu'en fait, si c'est contre-productif, je vois pas l'intérêt. Et récemment sur les réseaux sociaux, parce que comme je répète, passionnée d'organisation, j'ai pu voir également un changement de la tendance par rapport à cette to-do list. J'ai vu l'inverse. L'inverse, c'est non mais en fait faire des to-do list c'est trop angoissant, donc certainement de la catégorie de personnes qui n'aiment pas faire des to-do list, c'est n'importe quoi. Alors c'est n'importe quoi du coup, c'est-à-dire que c'est devenu une vérité générale. Ça vous stresse pour rien, vous voyez une liste de choses à faire et vous la terminez jamais. Du coup le mieux en fait c'est que vous, à chaque fois que vous avez fini une tâche, vous l'écrivez et comme ça à la fin de la journée vous verrez tout ce que vous avez fait. Ça convient pas à tout le monde. Et en fait moi ça m'énerve. Je sais que jusqu'alors j'ai fait des épisodes où j'étais un petit peu douce, mais il est temps que tu me connaisses un peu mieux. Ça m'énerve d'entendre ça, parce que ça sous-entend qu'il y a une manière de fonctionner pour tout le monde. Et c'est pas vrai. Si toi, tu as besoin de faire une to-do list parce que dans ta journée, ça te rassure et ça te fait du bien de voir toutes les tâches que tu as à faire et qu'à chaque fois que tu les coches, tu te dis ok, ça fait ça en moins, fais-le. Mais par contre, si dans l'autre sens, tu préférerais à la fin de la journée écrire ben voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, regarder ta liste à la fin de la journée et te dire ok, super, moi j'ai fait tout ça aujourd'hui et ça me fait du bien de le voir, fais-le. Il n'y a pas de règle. Alors, j'entends que ça partait d'une bonne intention. L'objectif, c'était de déculpabiliser les personnes qui, justement, n'arrivaient pas à faire de to-do list. Mais en fait, on culpabilise les gens qui font des to-do list. J'ai des combats vraiment pas importants. Et c'est pareil pour tout. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'un agenda pour noter leurs rendez-vous. Et d'autres qui vont pas en avoir besoin parce qu'ils n'ont pas beaucoup de rendez-vous, parce qu'ils s'en souviennent. Il y en a qui vont avoir juste besoin de noter sur le frigo. Il y en a d'autres qui vont le noter dans leur téléphone. Il y en a qui vont avoir besoin d'avoir une alarme. Il y en a qui vont utiliser une application comme Google Agenda, par exemple. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un agenda papier. Il n'y a pas de règle. Je pense qu'il y a des astuces. Je pense qu'il y a des choses qui sont recommandées pour nous faciliter la vie. Mais je pense pas qu'il y ait de règles. Parce que quand vous allez écumer les contenus sur Internet qui parlent d'organisation, vous verrez quelqu'un qui vous dit vous devez acheter cet agenda précisément parce qu'il va vous changer la vie. Et quelqu'un qui va vous dire non mais en fait vous devez le faire en ligne parce que comme ça vous aurez des rappels. Mais en fait il n'y a pas de vous devrez. Il y a qu'est-ce que vous aimez. Est-ce que vous avez besoin de papier? Est-ce que vous avez besoin d'informatique? Est-ce que vous avez besoin de rappels? Est-ce que vous avez juste pas besoin? Est-ce que commencer la semaine, écrire sur votre frigo sur un post-it, ok, cette semaine, faut pas j'oublie, j'ai rendez-vous chez le dentiste, ça vous suffit? Je vais pas venir vous mettre un flingue sur la tempe et vous dire non mais tu comprends, les agendas, c'est trop bien. Parce que t'en as pas besoin en fait. Et c'est ça qui me dérange, parce que je trouve que c'est oppressant de lire ce genre de choses et ça culpabilise beaucoup. On a l'impression que les gens sont hyper organisés, que dans leur organisation tout est beau, tout est joli, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Moi, ce qui vraiment m'a... Comment je peux le dire? C'est pas que ça m'a énervée, parce que je vais vraiment te dire que tout m'énerve, mais c'est les bullet journal. Alors, il y a des gens qui vont être familiers à ça. Je sais même pas si ça se fait toujours, parce que c'était vraiment une période d'organisation sur les réseaux sociaux. Comment je peux expliquer un bullet journal? En gros, c'est un cahier vide qu'on remplit nous-mêmes avec, par mois en général, par exemple le mois de janvier. Et c'est très... je t'encourage à aller regarder peut-être sur Pinterest en tapant bullet journal, donc bullet comme une balle en anglais, B-U-2-L-E-T. Très esthétique, des beaux dessins, des stickers, des couleurs. Et l'objectif après c'était de mettre un calendrier, de mettre un tracker d'habitude, de mettre, je sais pas moi, un suivi des films et des séries qu'on regarde, un suivi des livres, etc. Et il y a des gens à qui ça convient, encore une fois. Après je vais vous dire moi ce qui me convient pas. Tout ce dont je parle depuis tout à l'heure, de toute façon je pense que vous l'avez entendu. Mais en fait c'est hyper chronophage, ça prend beaucoup de temps de dessiner, de remplir chaque mois. Et en fait, j'étais très jeune quand c'est arrivé. Oh là là, je me sens vieille quand je dis cette phrase. J'étais très jeune quand cette tendance-là est arrivée sur les réseaux sociaux et je cherchais une manière de m'organiser. Et donc, j'ai essayé de faire des bullet journal, sachant que vraiment au niveau dessin, j'ai pas dépassé la maternelle. Et du coup, c'était un enfer pour moi parce que je voulais que ce soit joli. Et c'était moche. Et
Et je me comparais avec les gens sur les réseaux sociaux et j'avais envie de m'organiser comme eux et j'y arrivais pas. Parce que je savais pas dessiner, parce que ça me demandait beaucoup de temps, parce que l'objectif pour moi de l'organisation, c'est de gagner du temps, pas d'en perdre. Après, il y a des gens qui ne peuvent que s'organiser dans des choses qui sont très très jolies et tant mieux pour eux, je les critique pas. Justement, sinon je ferais l'inverse de ce que je préconise depuis tout à l'heure. Je pense que ça convient à des gens, ça me convient pas du tout. Je pense aussi qu'il y avait beaucoup sur les réseaux sociaux qui faisaient des manières. C'était la mode des bullet journal, tout le monde avait des bullet journal hyper jolis, mais la vérité c'est que je pense qu'il y en avait plein qui s'en servaient pas et qui faisaient culpabiliser plein de gens, dont moi à l'époque. Et ça me prenait trop de temps et ça m'a angoissée parce que je me disais en fait je peux pas m'organiser parce qu'il faut d'abord que je prenne du temps pour faire du coloriage dans mon agenda quoi. Enfin, c'est pas du tout productif. Et petit à petit, déjà j'ai appris à me détacher complètement des contenus sur les réseaux sociaux. Quand je vois un truc qui est bien et qui peut me servir, je le prends. Sinon, je le prends pas et je culpabilise pas parce que je suis pas en capacité de le faire. Là par exemple j'ai parlé, tu m'as entendu dire tracker d'habitude. Pour les gens qui sont pas du tout familiers du monde de l'organisation, c'est un mot extrêmement barbare. Un tracker d'habitude, c'est quoi? C'est un tableau où chaque jour, par exemple lundi, tu vas mettre toutes tes habitudes, les choses que tu dois faire quotidiennement, par exemple ta skincare du matin, je sais pas moi, se brosser les dents, faire son lit, faire le ménage, je sais pas, lire 10 minutes, un livre par jour, enfin peu importe, les habitudes que vous voulez avoir qui sont quotidiennes. Et tous les jours, en fait, il faut cocher ou colorier selon le format. Et ça permet d'être motivé pour continuer à suivre ses habitudes. Bon, j'ai donné des exemples un peu nuls, genre brosser les dents, on n'a peut-être pas besoin de colorier, un tableau pour se le dire, quoique peut-être les gens qui sont en dépression ou qui ont un trouble de l'attention, ça pourrait peut-être leur servir, ce type de tracker d'habitude, quoique ça crée quand même une charge mentale et c'est peut-être contre-productif, je sais pas. C'est pas des choses dont je suis familière, mais je sais que c'est des personnes pour qui même les habitudes quotidiennes sont plus compliquées, donc pourquoi pas. Mais c'est pareil, ça prend beaucoup de temps. Il faut prendre tous les soirs son petit cahier ou son petit agenda, il faut cocher, attends, est-ce que j'ai bien fait ça? Et quand on oublie, il faut se souvenir sur 2 jours. Et moi, ça me convient pas. Ça veut pas dire que ça convient pas à tout le monde. Donc je vais pas vous faire un épisode de podcast en disant écoute, le tracker d'habitude c'est nul. Parce que moi, ça me convient pas. Parce que j'ai essayé dans tous les formats et que c'est juste pas quelque chose qui me convient. J'ai pas besoin de colorier une petite case pour me dire que j'ai fait une tâche. Dans l'autre sens d'ailleurs, je vais même le dire, quand je faisais des trackers d'habitude, des tâches que je veux m'imposer au quotidien et que j'y arrive pas, le tracker d'habitude n'a pas réussi à les intégrer dans mon quotidien. Donc c'est pour ça que dans les deux sens, ça n'a pas fonctionné pour moi. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de ça. Se dire c'est une manière pour moi de rendre des comptes à moi-même tous les soirs et j'ai besoin de le faire. Et c'est ok, il faut le faire dans ces cas-là. Vraiment, si ça nous convient, il faut le faire. Et c'est agaçant d'entendre le contraire, d'entendre que soit il y a quelque chose qui est bien, soit il y a quelque chose qui est pas bien. Moi, je suis partisane des to-do list. Je suis partisane des to-do list parce que je trouve que ça libère de la charge mentale. Quand je parle de charge mentale, et pour ceux qui ne sont pas trop familiers de ce terme, c'est le fait d'avoir toujours dans sa tête une charge de choses à penser et à faire qui parasite un petit peu l'esprit. Souvent, quand on parle de charge mentale, on dit que les femmes, elles ont la charge mentale dans le foyer parce que les femmes, elles passent leur temps à penser, il faut nettoyer ça, il faut faire à manger, il faut faire ça avec les enfants, il faut faire ci, il faut aller leur acheter ça, voilà. Et on dit souvent que c'est la femme qui porte la charge mentale du foyer, mais la charge mentale, elle peut s'appliquer à d'autres situations. Notamment au travail, pour les étudiants. Et en fait, dans notre journée, on va essayer de se souvenir tout le temps et en permanence des choses qu'on doit faire. J'ai un rendez-vous chez le dentiste la semaine prochaine. Si je l'ai noté nulle part, je vais passer mon temps à me dire mon rendez-vous chez le dentiste. Oh là là, faut pas que j'oublie mon rendez-vous chez le dentiste. J'ai un rendez-vous chez le dentiste, mais quand? Je pense que tu vois à peu près de quoi je parle. Et ça va paraître pour plein de choses. J'ai une amende à payer. Oh là là, faut pas que j'oublie mon amende. J'ai un truc que je dois acheter. Faut pas que j'oublie que dans la semaine, il faut que je passe acheter ça, etc. Et en fait, une charge mentale, c'est quand ça devient lourd et qu'en fait, notre cerveau, il passe
tout son temps à nous... Pour moi, je le vois comme un sursaut. On sursaute. Mon rendez-vous. Je dois acheter ça. Et pour moi, l'organisation, j'arrive enfin au cœur du sujet, l'organisation, elle permet de libérer de la charge mentale. De mettre les choses dans un coin, dans une boîte, de dire ok, là, toutes les choses que j'ai à faire, elles sont consignées quelque part. Moi, je peux libérer mon esprit pour qu'il se concentre sur autre chose de plus important. Parce que souvenir du rendez-vous chez le dentiste, je t'assure que c'est pas important. Enfin, c'est pas important. Si, pour tes dents, mais c'est pas important de te le ressasser toute la semaine et de stresser pour pas oublier. C'est pas important. Et pour moi, l'organisation, elle sert à ça. Elle sert à ce que tout ce qui va être un peu lourd dans mon cerveau, qui va passer son temps à se remuer, je vais pouvoir le consigner quelque part, personnellement dans une to-do list et dans mes agendas, mais ça peut être totalement autre chose, pour ne plus avoir à y penser. Je vais donner des exemples. J'ai plein de choses à faire dans la semaine. Je sais que si je le note pas quelque part, je vais passer mon temps à dire il faut pas que j'oublie de faire ça, il faut pas que j'oublie d'envoyer un message à un tel, il faut pas que j'oublie d'aller acheter ça. Je me pose, j'ouvre mes notes de téléphone. Pas esthétique du tout. Quoique, je crois que sur les réseaux sociaux, les influenceuses, elles aiment bien montrer leur to-do list sur la note. Donc peut-être un peu esthétique quand même. Bon, c'est pas l'objectif, c'est parce que j'ai toujours mon téléphone dans la main, un peu trop même, et donc je sais que peu importe où est-ce que je serai, je pourrais consulter ma to-do list. Que j'appelle jamais to-do list, d'ailleurs. En général, je mets une date ou je mets une semaine, par exemple, semaine du 30 septembre. Et je vais marquer en vrac tout ce que je dois faire. Je dois appeler un tel, faut pas que j'oublie d'envoyer un message là, faut pas que j'oublie d'envoyer tel papier, faut pas que j'oublie de faire mon actualisation à Pôle emploi. Voilà. Et en fait, je vais la consulter de temps en temps en me disant, ok, par exemple, j'ai un temps libre, je vais regarder ma to-do list. Ah bah oui, c'est vrai, je vais faire mon actualisation à Pôle emploi, ça prend 5 minutes, je vais le faire maintenant parce que j'ai 5 minutes devant moi. Et ça m'évite d'avoir à ressasser tout le temps. Faut la consulter, la to-do list. Si on la consulte pas, on a juste laissé le problème sous le tapis. Et c'est vrai que ça, moi personnellement, encore une fois je dis personnellement, mais c'est pas une vérité générale, ça me fait du bien de cocher, de surligner, de barrer. D'ailleurs entre nous, parce que je suis loin d'être parfaite en organisation. Des fois, surtout quand je suis chez moi et que c'est une organisation à la journée, je vais écrire sur des carnets ou sur une feuille volante. Vous dire à quel point je suis pas esthétique du tout, je sais pas, voilà. Je sais que les gens de mon entourage me voient comme très organisée. Je pense objectivement que je le suis. Mais la vérité, c'est que dans mon organisation, il y a beaucoup de désorganisation. Et j'ai pas besoin que ce soit très joli ou procédurier. J'ai besoin que ce soit fait. Et l'objectif, c'est pas de me prendre du temps. L'objectif, c'est de me libérer du temps. C'est un ratio. Donc, je prends mon carnet, je vais écrire tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Par exemple, je vais faire quelque chose, je vais remplir mes bouteilles pour les mettre au frigo. Et je ne l'ai pas noté dans ma to-do list. Je vais l'écrire dans ma to-do list et après, je vais le surligner parce que ça me fait du bien. Ça me fait plaisir de voir que ma to-do list, elle est de plus en plus surlignée. Moi, ça me soulage beaucoup mon anxiété. C'est ma manière de faire. Et c'est comme ça que, je libère de la charge mentale, 2, que je m'en crée pas une à côté. Parce que, personnellement, je répète pour moi. Et quand je dis pour moi, je suis pas en train de faire une conférence sur moi. Quoique c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Mais ce que je suis en train de dire par là, c'est en m'écoutant, j'espère que tu trouveras des choses qui pourront, toi, t'aider et que tu comprendras comment est-ce que moi je m'organise pour que toi, tu puisses trouver tes pistes. J'avouerai que dans l'idéal, vraiment dans l'idéal de ma vie, j'aimerais vraiment pouvoir prendre les gens au cas par cas et leur faire une organisation sur mesure. C'est pour ça que j'étais aussi réticente à faire un podcast sur l'organisation, parce que je me suis dit, je vais faire comme les autres. Je vais arriver, je vais dire, voilà, alors il faut faire une to-do list, et puis il faut faire un agenda. Et le problème, c'est que pour moi, l'organisation, c'est extrêmement personnalisé, et c'est sur mesure. J'aurais besoin de prendre chaque personne qui écoute ce podcast, qui a envie de s'organiser, ou qui a besoin. Parce que des fois, vous n'avez pas envie, mais vous avez besoin. Et l'aider sur mesure à faire son organisation. Et ça peut passer par des to-do list, ça peut passer par des trackers d'habitude, ça peut même passer par des bullet journal. Même si on a compris, je suis pas fan.
Et l'objectif, c'est que le temps passé sur l'organisation, elle doit en faire gagner énormément après. L'objectif, c'est pas de passer tout son temps à s'organiser, parce que sinon, on n'a pas de temps pour le reste. Donc voilà comment je fonctionne au niveau des to-do list. C'est ma manière de fonctionner, et c'est celle qui me convient, parce qu'elle est pas du tout contraignante. J'écris sur un papier ou j'écris dans mon téléphone. Il n'y a pas de procédure. Je barre, je surligne, je souligne, peu importe. Je coche. Il n'y a pas d'injonction. Et donc, c'est ça qui me libère, en fait, de la charge mentale. Je ne fais que déléguer ma charge mentale à mon application note de mon téléphone ou à ma feuille, mon carnet. Ensuite, j'utilise un agenda électronique. Moi, c'est Google Agenda, mais peu importe, il y en a d'autres. Donc, moi, je suis étudiante. Donc, je mets mon emploi du temps de la fac. Je mets également mes rendez-vous médicaux, ou d'autres rendez-vous annexes. Je note quand je dois voir ma famille ou mes amis, quand j'ai un week-end où je suis prise, par exemple parce que je vais voir ma famille ou parce que j'ai des choses de prévues, voilà, les week-ends qui sont off. Et de temps en temps, je marque un petit peu mon organisation de révision quand c'est nécessaire, les échéances, quand j'ai des devoirs à rendre. Voilà, mon agenda, il est le reflet de comment s'organise ma journée. Quand je regarde mon agenda en un regard, les couleurs, les blancs me font savoir le temps que j'ai. Quand j'ouvre mon agenda, je vois que c'est blanc en haut et une couleur en bas. Je sais que le matin, j'ai le matin de libre. J'ai un rendez-vous. Je peux prendre un rendez-vous à ce moment-là. Je peux faire du sport. Je peux m'avancer sur mes cours. Je peux faire la grasse matinée en un coup d'œil. Et ça me permet de jamais avoir à réfléchir à comment s'organise ma semaine. Je sais à quoi ressemble ma semaine en un coup d'œil dans mon agenda. Encore une fois, c'est ma manière de fonctionner. Et ça prend un petit peu plus de temps. Surtout quand il faut consigner l'emploi du temps de la fac, j'avoue. Ça prend un petit peu plus de temps. Mais il y a quand même pas mal, en tout cas sur Google Agenda, de manière d'automatiser un petit peu les emplois du temps. Et je fais pas plus sur mon agenda. Je sais pas ce qu'on pourrait faire de plus, pour être honnête. Peut-être marquer de 8h à 9h, je dois faire ça de 9h à 10h. Mais alors ça, c'est vraiment pas du tout ce qui me convient. Je vais même aller plus loin, pour le coup, je le conseille vraiment pas. Parce que je parlais au début de rigidité, de flexibilité. Il y a rien de plus rigide qu'un agenda, 8h, 9h, 9h, 10h, à part si, effectivement, c'est des cours à la fac, c'est du travail, etc. On sait très bien que quand on va travailler de 8h à 17h, on va travailler de 8h à 17h, il ne se passera rien d'autre entre-temps, effectivement. Mais si vous avez des choses à faire, je vous déconseille de mettre 8h, 9h, 9h, 10h, etc. Parce que il y a des imprévus, la vie elle bouge, peut-être une tâche vous pensez qu'elle va vous prendre 1 heure mais elle vous en prend 2, et en fait vous allez être très frustré de voir que votre emploi du temps il conviendra pas du tout. Pour moi en tout cas, je pense vraiment que, à part se créer du stress et d'être trop rigide, ça nous empêche justement la liberté, la flexibilité que donne l'organisation. Donc ça, c'est vraiment l'organisation de base. Si je devais aller plus loin, c'est ce que je conseillerais à peu près tout le monde. Pour moi, c'est le minimum. Le minimum, c'est de se décharger quelque part, n'importe où, et de pouvoir avoir une manière de visualiser sa semaine assez facilement sur tous ces rendez-vous. Mais c'est vraiment pour les gens qui ont besoin de s'organiser. Pourquoi ? Il y a peut-être des gens qui n'ont pas besoin de ça, pas besoin d'organisation. Ça peut paraître étonnant, surtout venant de moi. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont des plannings ou des modes de vie qui font que avoir un agenda, c'est pas forcément nécessaire. Avoir une to-do list, c'est pas forcément nécessaire parce qu'ils ont toujours vécu comme ça, parce qu'ils se sentent pas débordés, parce qu'ils se sentent pas pris de court, parce que voilà, pour toutes ces raisons-là, ils ont Doctolib. Doctolib leur envoie une petite notification pour leur dire qu'ils vont avoir rendez-vous et qu'il ne faut pas qu'ils oublient. Ça reste mon avis à moi, et si demain j'avais l'occasion, et je l'espère, pouvoir regarder l'organisation de chacun au fur et à mesure, plutôt sur mesure, et discuter avec chaque personne de son besoin d'organisation, je ne conseillerais certainement pas la même chose pour tout le monde. Donc voilà, et après c'est vrai que
J'entre plus dans les détails sur une application très 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 connue des gens qui s'organisent, c'est Notion en français. Et je vais pas m'étaler là-dessus parce que je pense que c'est pas adapté au format podcast. Je pense que c'est plus en format vidéo. Voilà. Et que ça rentre vraiment dans le détail de l'organisation. Toutes les personnes qui sont pas intéressées par l'organisation vont trouver ce que je fais extrêmement barbant. À juste titre. Mais un conseil que j'ai donné à une copine récemment qui aimerait s'organiser au niveau des cours, parce qu'elle voit, donc elle a vu toute mon organisation et elle a vu Notion. Donc elle a vu. Ce que tu ne vois pas, elle l'a vu. Et elle me dit, mais en fait, ça doit te prendre énormément de temps de faire tout ça. Et je lui ai dit oui, mais en fait, le temps que je prends, je le gagne tellement après que ça vaut le coup. C'est le ratio que j'expliquais tout à l'heure. Il faut que le temps que tu prends pour ton organisation, elle t'en fasse gagner le triple, si ce n'est 10 fois plus. Sinon, ça sert à rien. Si je passe autant de temps à m'organiser qu'à appliquer mon organisation, ça sert à rien. Déjà, ça veut dire que l'organisation, elle est pas bonne. Si je dois tout le temps me la réorganiser. J'ai tout un tableau qui suit mon semestre de cours. Oui, ça me prend toujours du temps de le faire. Des fois, ça me prend bien 2 heures. Mais 2 heures, et après, sur 4-5 mois de cours, je suis tranquille. Parce que j'ai plus à réfléchir, j'ai plus à me poser des questions, j'ai juste à remplir. Et c'est pas très très long. Pareil, l'an dernier, j'ai fait un planning de révision pour mes examens. Le planning en lui-même, je pense que j'ai pris une après-midi pour le faire, ce qui est énorme. Hein. J'entends que sur le coup, on a l'impression de perdre du temps et on se dit, en fait, ce temps-là, j'aurais pu le passer à réviser mes examens. Oui, c'est vrai. Mais après, j'ai passé un mois entier, un mois de révision extrêmement intense, à 10-12 heures par jour, où je n'ai plus eu à réfléchir une seule seconde à ce que je devais faire. J'ouvrais mon planning le matin, je savais ce qu'il fallait que je fasse. Et après, j'étais un peu comme un robot, en fait. Comme elle dit ma mère, bête et disciplinée. Je disais, ok, aujourd'hui, je dois bosser droit des assurances. Parce que donc, je suis étudiante en droit, j'ai dû le dire dans mon premier podcast. Donc, ok, je dois bosser droit des assurances. Je bosse droit des assurances, j'ai plus à réfléchir. Et je m'inquiète pas parce que comme j'ai fait mon planning sur un mois, je sais que j'aurai le temps de réviser droit des assurances à hauteur de X pages par jour. Et ensuite, je dois faire droit des victimes. Ok, je sais que je dois bosser droit des victimes. Je ne suis pas inquiète de savoir si je vais avoir le temps ou pas parce que je sais que j'ai organisé mon temps. Et ça m'a extrêmement soulagée parce que j'avais un planning qui était extrêmement serré. Et à côté de ça, je devais préparer un mini-mémoire. Si je ne m'étais pas organisée comme ça, j'aurais jamais réussi. Donc oui, ça m'a pris une après-midi entière de m'organiser. Mais ensuite, j'ai passé le mois suivant, donc les 30 jours suivants, à appliquer mon organisation sans y réfléchir une seule seconde. Et sans avoir 10 jours avant les examens, une semaine avant les examens, sans avoir eu à me rendre compte que j'avais oublié une matière, que j'avais pas de temps pour terminer une matière, parce que tout ça, je l'avais organisé. Tous ces exemples-là pour te dire que libérer la charge mentale, se faciliter, peut-être optimiser son temps, pas rater les rendez-vous, et toujours avoir un ratio organisation qui est beaucoup plus bas que le bénéfice. Moi, je m'organise pendant X temps, mais il faut que ce que j'en gagne, c'est le double, le triple, le quadruple, 10 fois plus. Ces deux choses-là te permettront de savoir que ton organisation, elle est bonne. Elle est bonne parce qu'elle te facilite, elle te rend pas la vie plus difficile, elle te la rend plus simple. Et le temps que tu prends dans ton organisation n'est pas trop par rapport à ce que tu vas en retirer. Si déjà, à travers cet épisode, j'ai pu te donner au moins un tout petit peu envie de t'organiser un petit peu plus et de mettre un petit peu plus ta vie en ordre, ça veut dire que j'aurai accompli ma mission. Je sais que si tu écoutes et que tu n'es pas organisé, que tu as envie de t'organiser ou que tu n'as pas envie mais que tu as été curieux de m'écouter jusqu'au bout, je suis même flattée parce que je sais que c'est très peu digeste comme propos quand on n'est pas quelqu'un qui aime s'organiser à la base ou qui ne comprenons pas ou qui trouvons ça extrêmement rigide. Je ne dirais pas que ça change la vie, parce que j'exagérerais. Ça soulage beaucoup, ça facilite énormément. Et si tu as des projets,
des objectifs. Moi, par exemple, je suis en train de préparer l'examen d'entrée à l'école d'avocat sur un peu moins d'1 an. Je suis en train de le préparer pour septembre 2026. 2025 ? Attends, on est en quelle année ? 2025. 2025. Si je ne m'organise pas sur 1 an, j'y arriverai jamais. Je ne peux pas ouvrir mes livres à l'aveugle et me dire, ok, je vois ça, mais on verra. Et si tu as des objectifs sur le long terme, peu importe quel est l'objectif, toujours un peu d'imperfection, beaucoup même. Malheureusement, je dis malheureusement là pour tous les gens qui n'aiment pas s'organiser, hein, mais malheureusement il va falloir. Parce qu'on se retrouve vite débordé. Quand on n'a pas une organisation, je parle bien sûr pas dans la vie en général, parce que depuis tout à l'heure je traite de la vie en général, mais sur un projet en particulier, un business, la création de contenu, un podcast, pourquoi pas. Malheureusement, il faut s'organiser. Par exemple, moi, je manque encore d'organisation pour le podcast. Parce que oui, je ne suis pas parfaite. Je l'ai dit déjà plusieurs fois. Si t'es étonné au bout de ce 4e épisode, c'est que vraiment t'as pas compris. Je ne suis pas parfaite. Et je ne le serai jamais, à mon plus grand désespoir. Et en fait, je suis pas suffisamment organisée sur ce podcast. Pour l'instant, j'ai pas trouvé l'organisation qui convient en fonction de mon rythme de vie. Comme j'ai dit, je suis étudiante et à côté de ça, je commence à préparer un examen sur 1 an. Donc, trouver du temps pour enregistrer, pas tant, parce qu'en fait, je passe un très bon moment d'enregistrement. Je me régale. Moi, j'aime pas tout le reste. La communication, la création de contenu sur les réseaux sociaux veut dire plutôt visuel. Moi, c'est l'aspect podcast qui m'intéresse vraiment littéralement. Malheureusement, pour qu'il y ait des gens qui m'écoutent, il faut bien faire un peu de communication. Et sur ça, je suis pas encore organisée. Et je dédramatise aussi quand je dis ça. Ça veut pas dire que je suis quelqu'un d'organisé dans la vie de tous les jours, que à chaque fois que je vais m'organiser, ça va être parfait. Ça veut pas dire que je vais toujours réussir à m'organiser. Ça veut pas dire que je vais être toujours disciplinée. Ça veut pas dire que je vais être toujours productive. Ça veut dire que, en fait, pour chaque projet, pour chaque domaine dans ma vie, je vais avoir besoin de réadapter mon organisation. Parce que s'organiser pour un podcast, ça ne demande pas la même énergie, le même temps, la même organisation que m'organiser pour mes cours. Et comme j'ai jamais fait ça de ma vie, je suis en train d'apprendre. Et je dédramatise tout ça pour te dire que, oui, peut-être que si tu te mets à l'organisation, au début, tu vas voir que ça fonctionne pas. Parce que c'est peut-être pas ça qui te convient. Et en fait, tu vas réajuster et réajuster. Et demain, si tu te lances dans un projet, tu vas essayer de t'organiser une première fois et peut-être que ça va pas marcher. Et c'est pas grave. On l'a dit plusieurs fois dans ce podcast. L'imperfection, c'est pas grave. C'est les échecs non plus. Ce qui est grave, c'est de rien faire. Je suis un peu dure quand je dis ça à chaque fois, mais c'est pas grave en soi. Hein. T'as le droit de rien faire si tu veux rien faire. C'est que si t'as envie d'atteindre un objectif ou de réussir dans tes projets, la pire manière d'y arriver, c'est de rien faire, on est bien d'accord. Et l'organisation, elle sera un pan primordial pour pouvoir y arriver. Donc, je vais clôturer ici. Comme je le disais, j'ai pas de problème avec l'organisation. J'ai un problème avec comment l'organisation est présentée. J'espère l'avoir un peu démystifié dans cet épisode, t'avoir peut-être donné envie de trouver une manière de t'organiser un peu plus. C'est certainement pas le dernier épisode qui traitera de ce sujet parce que comme j'ai dit, je suis passionnée d'organisation et j'avais envie de le démystifier et le dédramatiser dans un épisode pour que plus tard, j'espère, plus en détail et peut-être pas dans le podcast parce que comme j'ai dit, il y a des thèmes d'organisation qui se prêtent plus au visuel qu'à l'auditif. Mais j'aimerais pouvoir plus en détail te donner mes méthodes, mes techniques, mes astuces qui prennent pas trop de temps, qui sont rapides et qui peuvent complètement changer une organisation ou le planning d'une journée. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu.
Je suis sur TikTok et sur Instagram @unmicroentrenous. N'hésite pas à venir m'envoyer un petit message, me faire un retour sur l'épisode, des suggestions si jamais tu as des idées de thèmes pour les prochains épisodes. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bye.